Monsieur Santerre, bonjour et merci de consacrer un moment de votre matinée à un peu parler de ce qui a été votre métier. Alors, dites-moi, le lactarium, bon, on va en parler, c'était le but d'ailleurs de notre interview, mais ça se passait où exactement? Eh bien, le lactarium, au début, où j'étais encore assistant pédiatre à l'université, qui était à l'époque au point de vue hospitalier à Bavière, comme vous vous rappelez, il y avait une petite antenne qui s'appelait le lactarium au rez-de-chaussée d'un pavillon pour les bébés. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, dans l'hôpital pavillonnaire, la maternité, d'ailleurs, était en face. Vous parlez de l'époque, justement. C'était à quelle époque? Alors, disons, moi, j'étais là dans les années début 60. Début 60, donc, il y avait une petite unité avec une personne qui s'occupait de récolter du lait, qui venait notamment aussi de la maternité en face, et qui n'était guère utilisée à cette époque-là, parce que c'était trop petite communauté. Et puis alors, je n'étais pas en charge de ça du tout. Moi, mon poste, j'étais assistant pédiatre et je m'occupais d'apprendre mon métier. Et je m'occupais, entre autres, très tôt, je me suis occupé des nouveau-nés, des prématurés. Et c'est comme ça que je suis resté en contact avec le problème de l'alimentation, y compris du lait de lactarium. Et justement, pour définir ou décrire un petit peu ce qui était vraiment ce principe du lactarium. Pour être très clair, le premier lactarium belge a eu lieu et a été instauré à Bruxelles pendant la guerre 1940-45, vers les années 43. Et c'est à l'époque qu'ils se sont intéressés non seulement à sauver des enfants et à essayer comme c'est repris dans l'historique de l'ONE, de s'en occuper au point de vue médical, mais c'était là qu'ils ont compris, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, les laits en poudre, ça arrivait pour l'armée américaine dans des boîtes, mais ça n'arrivait pas pour les enfants. Et il fallait donc que les mères trouvent du lait avec des nurses où on pouvait récolter du lait. Et on a construit le premier lactarium à Bruxelles. Et puis, dans l'évolution, après la guerre, on a fait un lactarium à Anvers, on a fait un lactarium à Liège. Donc, on a eu des lactariums qui étaient sous la tutelle un peu d'organisation de l'ONE, qui existe toujours. Et ça, moi, j'ai eu, au fond, l'antenne de Liège a été prise en charge en grande partie par mon confrère Legros, qui est plus âgé que moi, bien sûr, et qui était le pédiatre responsable des enfants nés à la maternité universitaire de Bavière. Voilà. Donc moi, je ne suis pas plus occupé de ça jusqu'au fond, au moment où M. Legros a pris sa retraite. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser au lactarium parce qu'on m'en a demandé en 1983, si ma mémoire, ou 87 même. Donc, si je comprends bien, le lactarium a quand même fonctionné assez tard encore. Donc le lactarium a fonctionné depuis 1957, il était toujours en route, mais on avait mis un autre endroit, bien sûr. Alors l'ONE n'étant pas très riche, ils avaient loué une petite maison, je dirais, rue Serbie 22, la rue des 22, à côté aux études commerciales, Quartier des Guillemins. Oui, c'est ça. Et alors, ils avaient aménagé la maison tout à fait sans y faire des gros travaux. Donc, il y avait le hall, la première place. On avait fait la récolte du lait, la deuxième, on le triait, la troisième, on avait employé pour d'abord l'identifier, et puis pour le stériliser, puis le restocker. On avait des frigos à la carte. Donc, on a aménagé la maison, mais on l'a louée sans transformation, donc on vivait dedans. La première chose qu'on a faite, c'est quand même essayer de remettre un peu, je dirais, de notions plus scientifiques dans le contrôle des laits. Parce que je trouvais que ça manquait un peu. À l'époque, quand je suis arrivé, il faut dire qu'il y avait en Belgique, à l'époque, très peu d'alimentation maternelle. Sauf à Liège, qui était un des coins
où il restait encore pas loin de 50% d'alimentation maternelle, ou sinon c'était moins de 50% de gens qui allaitaient. Parce que c'était la mode. Après la guerre, on a eu les laits artificiels et c'était très bien de ne plus donner son lait. C'était, disons, une question de standing. Il n'y avait plus que les gens qui n'étaient pas richassés pour se payer du lait qui ne donnaient plus le sein. Donc c'est toute une vie qui a changé. Et les lactariums, alors, ont été, si vous voulez, non plus tellement un substitut du lait, puisqu'on avait des laits en poudre, mais il y avait des enfants qui ne savaient vivre qu'avec du lait de lactarium, parce qu'ils étaient allergiques à tous les laits artificiels. Et alors, ils étaient tributaires de devoir recevoir du lait de mère qu'on avait récupéré quelque part, des mères qui avaient des surplus de lait et qui le conservaient pour aider ces enfants-là. Donc à l'époque, c'était très médicalisé, les indications. Et avant de continuer justement sur le côté médical, je veux dire, le côté sécurité quand même. Voilà aussi qu'on devait nous autres contrôler. Quelques questions. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait différents lactariums, enfin plusieurs lactariums en Belgique, à Gand, Bruxelles, Anvers, je pense, et Liège. Est-ce qu'il y avait une collaboration entre ces différents centres? Il y avait une collaboration avec les différents centres, mais il y avait presque, je dirais, des problèmes d'approvisionnement. Donc tout le monde avait déjà trop peu pour son petit coin. Et en fait, c'était Liège qui était un peu la réserve. Et c'était sous quelle tutelle, ça, les lactariums? C'était quand même géré, c'était régularisé par un organisme ou l'autre? Oui, donc tout à l'heure. Donc c'est l'ONE qui continuait à avoir la tutelle de l'organisation et à Bruxelles et à Anvers. Et c'était évidemment une fonction qui a évolué dans le temps, parce que les laits ont évolué dans le temps, l'alimentation au sein a évolué dans le temps, etc. Si bien que je me rappelle que quand moi je suis arrivé, on traitait quand même, voilà, en 87, on récoltait 3800 litres de lait. Ça fait déjà une belle citerne. Sur la Belgique, ça? Non, sur Liège. Sur Liège? Sur Liège. 3800 litres de lait par an, oui. Par an. Impressionnant. Et alors, on avait 1200 donneuses qu'on enregistrait. On peut parler de donneuses. Avant de parler de donneuses, est-ce que ça occupait beaucoup de personnel? Mais non, on n'avait pas beaucoup de personnel. On en avait deux qui allaient chercher le lait, et puis qui traitaient le lait après-midi, et puis qui venaient le mettre en distribution. Donc, on avait deux personnes, plus une dame qui s'occupait de la trésorerie et de l'économat. Mais justement, vous me disiez justement qu'il y en a deux qui allaient chercher le lait. Ça veut dire que ça se passait chez les gens ou on venait sur place? Comment est-ce que ça c'est une bonne question. Oui, d'où vient le lait? Oui, mais ça, on s'en doute un petit peu, mais enfin... Donc, elle faisait la tournée dans les maternités, parce qu'on restait 8 jours après l'accouchement. Il y avait des montées de lait un peu importantes, et alors il y avait des gens qui avaient trop de lait. Et donc on disait, mais on va le garder parce que l'ONE va venir le chercher avec la camionnette et il va passer tous les 2 jours dans les différentes maternités à Harcourt. Mais c'était, disons, à l'époque, à peu près, la maternité fournissait un quart des 4000 litres, quoi. Et alors, on allait aussi à domicile, puisqu'on faisait la demande dans les maternités, de dire si vous avez trop de lait, vous le mettez de côté au frigo et on ira vous le congeler et on ira vous le chercher. Et alors il y avait la tournée des domiciles. C'était notre tournée. Comment est-ce qu'on arrivait à trouver les donneuses? Comment est-ce qu'on les recrutait? On les recrutait à la maternité, on leur donnait une information. Dans chaque maternité, les mères recevaient une information en disant si vous allaitez, si vous avez trop de lait, on peut vous fournir, parce que c'était ça aussi, on peut vous fournir gratuitement le matériel, le tire-lait électrique, si possible, parce que
Il y en avait des manuels, hein, au début, c'était pas évident. Ça pouvait se faire tout seul, ça? Il fallait ou l'aide de quelqu'un? Non, non, non. Les mères apprenaient très facilement à faire ça toute seule. Et alors, vous faites ça dans des biberons propres, mais on peut vous apporter des biberons stérilisés que vous allez utiliser. Donc, il y avait une bonne connexion. La première chose qu'on disait, c'est d'abord, il faut que vous nourrissiez votre enfant. C'est la première chose. Et il faut qu'il y ait du surplus. Mais ça vous demande un petit travail. Donc, on va vous donner une petite gratification. Ah, voilà, justement. On ne faisait pas ça pour rien, on faisait ça notamment pour le geste, je présume. C'était une gratification pour le geste. À l'époque. Et on a l'idée de ce qu'on recevait comme gratification? Oui, je me rappelle qu'on sortait de notre cagnotte parce que c'était une petite affaire comptable, c'était un peu dépendant du lactarium, ce n'était pas imposé par la loi ou quoi que ce soit, mais on avait prévu à l'époque, quand je suis arrivé, qu'on donnait 200 francs, donc ça fait 5 € maintenant, par litre de lait qu'elle nous avait donné. On comptabilisait, hein, il y avait parfois des biberons avec 100 cc, des biberons avec 150, et tout le monde avait son numéro. Et c'est ça que quand on entrait dans le lactarium, ce qui frappait tout le monde, c'était qu'il y avait tout au mur comme ça, une ribambelle de porte-clés, et c'était les porte-numéros de chaque donneuse. Un peu comme les lampes dans les mines, quoi. Un peu comme les lampes dans les mines, mais avec un petit numéro qui était quoi? Un anneau qu'on mettait sur le biberon. Pour savoir, et ça c'est d'une telle, ça c'était pour savoir récolter le lait de chacun. On vient de parler de cette petite récompense. Est-ce qu'il n'y a pas une autre motivation qui a mené ces femmes à donner leur lait, certainement? Et il faut dire que la plupart des femmes, je dirais, disons presque 100%, hein, c'est rare, le faisaient d'ailleurs par altruisme. Elles le faisaient par altruisme, pas pour la gratification, mais il y en avait quand même de temps en temps pour qui ça devenait quand même une source non négligeable d'apport d'argent. Et donc nous faisions quand même attention de deux choses. Nous faisions attention que d'abord, ça ne nous intéressait pas d'avoir ces dames-là, mais c'était parfois des dames qui donnaient beaucoup de lait. Est-ce qu'il y avait un examen préalable? Et alors, il fallait contrôler. Donc, on contrôlait que celles qui donnaient régulièrement beaucoup de lait pendant des mois, eh bien, on contrôlait si elles ne l'ajoutaient pas un peu d'eau pour augmenter. Il fallait suivre. Donc, on avait un densitomètre qu'on plongeait dans le lait systématiquement pour voir s'il n'était pas baptisé avec de l'eau. Et puis alors, il y avait autre chose. Il y en avait qui avaient une fois pensé que je rajouterais bien maintenant un peu plus tard, donc dans les années 90, un peu de lait artificiel pour enfants. Alors, on avait quand même un antisérum pour voir s'il y avait du lait de vache dans le lait de mère. Eh bien, c'était exceptionnel. Une fois par an, on trouvait... Le don de lait, c'était anonyme? Ah non, le don de lait était bien connu puisque chaque femme qui sort de la maternité avait le papier, savait où était le lactarium, avait les téléphones, pouvait contacter. Et les donneuses, évidemment, elles n'étaient pas connues du voisinage nécessairement, mais nous allions chercher du lait, on voyait passer le lactarium tous les 2-3 jours dans telle maison, on savait que c'était une dame qui portait du lait. Mais maintenant, il y a une autre raison qui était plus logique, mais plus minime, mais qui s'est augmentée avec le temps, c'est qu'il y a des enfants, par exemple, qui étaient hospitalisés, tout jeunes, avec une bronchite, la maman le nourrissait au sein, eh bien c'était bien pratique le lactarium, parce qu'on allait, elle disait, tirez votre lait, madame, on va le prendre, on va le contrôler, et on ira le porter à l'hôpital pour votre enfant. Donc, ce lactarium était utile aussi pour continuer une alimentation au sein après une interruption, par exemple, pour une hospitalisation. Et il y avait une deuxième chose, moi, que j'ai mis en route quand je suis arrivé, c'est que je voulais savoir dans quelles conditions bactériologiques
se trouvait ce lait qui avait quand même été récolté à la maison, qui avait dû être mis au frigo, au freezer, et puis qu'on a été... Et on pouvait le garder combien de temps comme ça? Au freezer, il ne bougeait pas pendant des mois et des mois, il n'y a pas de problème. Quand même, une fois qu'il était vraiment au froid. Il n'y a plus rien qui se passe au point de vue bactérien dedans. Mais les bactéries qui sont là au départ, elles peuvent toujours... Elles ont été refroidies, mais elles ne sont pas mortes. Elles ne sont pas nécessairement mortes. Alors, on devait tester, je me dis, la valeur bactériologique, propreté de ce lait-là. Et ça, c'est alors là qu'on a acheté, que j'ai fait acheter le premier étuffe pour pouvoir prendre dans chaque lait de donneuse que nous remélangeons. Donc, on refaisait un pool d'abord du lait de la même donneuse. J'ai demandé qu'on fasse des petites boîtes de pétri et qu'on prenne un échantillon de lait et qu'on voit le lendemain s'il y avait beaucoup de colonies, quelles colonies, et s'il fallait considérer que le lait était propre, je dirais, parce qu'il y a toujours des bactéries dedans. Mais avec le temps, il a fallu de moins en moins de lait. Pourquoi? Vous allez me dire. Eh bien, pour deux raisons qui sont faciles à comprendre. On est passé de près de 4000 litres à moins de 2000 litres, à peu près à 2000 litres, entre 87 et 94. Donc, en 7 ans, on est passé de 3800 à 1800 litres de récolte. Et qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer ça? Eh bien, il y a eu deux choses très faciles à comprendre. D'une part, c'est une période où on a mis beaucoup l'accent sur la valeur de l'alimentation maternelle. Et là, il n'y avait qu'un tiers à 50% des femmes qui nourrissaient leurs enfants et qui avaient des problèmes avec ce nourri artificiel. On a vu monter l'allaitement maternel systématiquement en Belgique, dans tous les pays d'Europe, qui est passé après la guerre dans les années 60-70 au plus bas, à 35%. Et qui est remonté à 60-70% d'allaitement, maintenant on a encore plus. Donc il y a eu moins de besoins. Moins de besoins pour qui? Pour ceux qui consommaient beaucoup de lait à l'époque avec très peu d'enfants. C'était ceux qui étaient allergiques au lait artificiel. Donc, augmentation de l'allaitement maternel, on a moins d'allergies qui se manifestent. Et deuxième chose, les sociétés industrielles ont commencé à faire des laits hypoallergiques pour traiter ces gens-là. Alors, ils ont fait des laits hypoallergiques plus ou moins efficaces. Et ils ont même fait des laits de soja à l'époque pour ne plus avoir des laits de vache. Mais on est devenu allergique au soja. Donc, il y avait de temps en temps encore des enfants qui ne savaient vivre, même dans les années 90, qu'avec du lait de mère. Et ils savaient vivre du lait de mère. Ça prenait un an pour eux, honnêtement, avec des compléments comme actuellement, mais il y avait quand même du lait au matin au soir. Donc c'est alors qu'on retient que notre lait partait. Partait pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de litres qui devaient aller chez des familles qui étaient 5 ou 10, mais qui habitaient à Anvers, il n'y avait plus de lait à Anvers, on avait fermé, on avait dit que ça ne rapportait pas, on ferme le lactarium. Bruxelles marchait encore un peu, mais Bruxelles marchait un peu avec ses maternités et ses prématurés. Et Liège avait des réserves, on avait toujours de bonnes donneuses, puisqu'on avait toujours beaucoup plus de mères, nous autres, allaitantes que chez eux. Et alors, on mettait au train, le matin, à 8 heures, des colis de lait surgelé dans des packages qui, à l'époque, devaient rester surgelés pour aller dans une famille qui laissait le train, qui nous s'occupait des transports. Tous les jours, enfin le lactarium de Liège était quand même... le lactarium de Liège a été un des résistants pour être fermé, mais était aussi un des qui a permis encore de traiter très tard des enfants qui avaient besoin, mais qui avaient besoin absolument de lait maternel pour survivre, entre guillemets. Tout à l'heure, vous avez donné un sou à la personne qui a donné le lait. Oui, ça c'était pour son travail. Et gratuitement, il fallait s'en sortir. C'était les hôpitaux ou la mutuelle qui donnait une petite gratification. Enfin, il y avait un prix du lait qui était
pas compté comme prix de lait. Donc tout était encaissé par l'ONE. C'est pour ça qu'on les a fermés ailleurs. On les a fermés parce qu'on donnait non seulement une petite gratification, mais il fallait payer le personnel et on donnait le lait pour rien. C'était comme le sang. Quand vous allez donner votre sang en transfusion, on ne pouvait pas payer, on vous donne une petite gratification et c'est la mutuelle qui paye le sang qu'on vous transfuse. Ici, c'était malheureusement pas la mutuelle, c'était l'ONE qui faisait les consultations de nourrissons et des vaccins, etc. Et qui, à un moment donné, on dit, ça me coûte cher, vos lactariums. On a dit, mais ça ne va pas. On a encore quand même des cas qui ont besoin de lait. Et j'ai parlé des enfants grands qui étaient allergiques, mais il y avait un autre problème, c'était que je m'occupais des prématurés et que les prématurés, ils avaient des laits pour nourrissons quand la mère, souvent un accouchement prématuré, n'avait pas de lait. Et on devait profiter alors du lait du lactarium pour nourrir ces enfants-là, je me disais. Donc ça, c'était une nouvelle source de besoin. Donc je dis, il faut garder le lactarium, mais il y a des cas où c'est vraiment vital, médical. Mais ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, bien on va essayer de s'organiser pour le faire payer par la mutuelle. Et avec la pression politique, et l'INAMI, etc., il n'y avait plus que Liège qui tenait, puisqu'on était les seuls à distribuer partout. Ils ont dit, on va faire un remboursement. 1300 francs, il avait mis le... Alors c'était la gloire. Finalement, eh bien, en 2000, on m'a dit, vous savez, on va le fermer, votre lactarium. Vous partez à l'entrée et on va le fermer. Je me suis avec votre départ. Non, je me suis battu pendant 1 an. Et puis, j'ai dit, bon, le contexte est tout différent. Moi, je veux bien qu'on ferme le lactarium, mais il est entendu que c'est parce que le lactarium de Liège là, est décentré dans une maison. Le lait, on en a toujours besoin. Donc, il faut changer son fusil d'épaule et organiser autrement la récolte du lait. Il a été mis en place. On n'a pas eu de césure. On a continué à dire, bon, mais maintenant, il faut moins de lait, mais il faut du lait pour des prématurés qui n'en ont pas assez. Les allergiques, on a solutionné le problème parce qu'on a trouvé des laits artificiels hypoallergéniques beaucoup plus efficaces. C'est plus un problème. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est que, comme tout se centralise, on fait des gros hôpitaux, etc., on va demander que toute grosse maternité organise sa récolte personnelle de lait. C'est une autre organisation. Voilà une belle carrière bien remplie et dont vous êtes fier certainement, Monsieur Santerre. Je suis vraiment, je dirais que ça a été un peu une fierté parce que j'ai travaillé avec des gens extrêmement motivés. Vous ne pouvez pas imaginer, qui me poussaient du... Si, on va dire dans la Meuse qu'on veut fermer. Bonne équipe qui en voulait, qui était du personnel de l'ONE, mais qui en voulaient parce qu'elles étaient sûres de ce qu'elles faisaient et de la qualité de leur travail et de l'intérêt de leur travail. Mais en guise de conclusion, moi je voudrais demander votre avis, ce que vous pensez sur le lait artificiel. Qu'en pensez-vous de ça? Vous savez, je suis un peu un des tout grands spécialistes du lait artificiel, puisque j'ai fait toute ma carrière scientifique là-dessus. Mais alors, je dois dire que le lait artificiel a évolué considérablement avec des étapes très claires. Donc les étapes très claires, c'est qu'on avait au départ du lait artificiel en poudre qui était du lait qui n'était pas du tout comparable à un lait maternel, mais alors pas du tout, qui était ce que je rappelais à l'époque un lait en poudre demi-écrémé, et c'était tout. Un peu sucré, demi-écrémé, donc avec du demi-beurre. Et il y avait des protéines 3 fois plus ou 4 fois plus que dans le lait maternel.
Et on donnait ça aux enfants. Bon, ça passait, hein, et on allaitait peu. Mais puis alors, on s'est rendu compte que finalement, c'était des allergies, etc., pas sans inconvénients. Et c'était pas que les enfants ne grossissaient pas de la même façon, les artificiels. Plutôt prenaient trop de graisse à cause du sucre qu'on mettait, etc. Donc on a dit, il faut quand même dire que, ça on a imposé assez vite, la référence, si vous voulez faire un lait pour nourrisson, c'est quand même de savoir si elle est dans le lait maternel comme il faut, et essayer de voir quand vous pouvez le copier, faire le plus proche possible. Mais le plus proche possible. Et donc, de 10 ans en 10 ans, comme ça, eh bien, on a vu changer les laits artificiels pour chaque fois avoir des modifications qui le rapprochaient du lait maternel. Et ceux qui n'ont pas encore, maintenant, le lait maternel a des propriétés anti-infectieuses directes. Donc, c'est-à-dire que dans le lait de la mère, et surtout dans la première semaine de vie, et c'est celui-là que j'ai besoin pour les prématurés, c'est un lait qui est plus riche en tout, y compris en facteurs anti-infectieux. J'ai peut-être 2 petites questions qui étaient sur des sujets que vous avez abordés préalablement. La première concernait les mères qui donnaient leur lait maternel. Est-ce qu'on vérifiait leur état de santé? Est-ce qu'il y avait des tests qui étaient faits sur leur état de santé pour... Oui, on faisait attention, il y avait tout un questionnaire quand même qui était rempli pour la donneuse, qui devait dire les maladies qu'elle avait faites, les médicaments qu'elle prenait éventuellement. Donc il y a une enquête qui était quand même lue avant d'accepter la donneuse. Et aussi, on enquêtait régulièrement sur la propreté, l'hygiène dans la récolte. Parce que, une fois ça va, mais quand ça dure, on relâche un peu les rênes. Et tout ça, toujours, dans l'esprit, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais j'en dis un mot, c'est qu'on traitait quand même le lait dans une certaine pasteurisation, entre guillemets. Donc, on était très attentif d'être dans des conditions où la mère était propre et n'avait pas de maladie. Vous parliez de ces tests. Est-ce que c'était géré par... Chaque lactarium gérait la qualité des produits, des laits et tout, ou il y avait des contrôles globaux? Quand vous dites chaque lactarium, ça ne s'est fait qu'à Liège, hein, puisqu'il n'y avait plus que Liège qui vivait comme lactarium. Mais maintenant, tout ça est beaucoup plus... contrôlé, sécurisé, mais ça marchait, nous n'avons jamais eu d'ennui, de problème dans notre cadre de lait maternel. On n'a jamais eu une réponse en disant « Attention, vous nous avez donné un mauvais lait qui a rendu mon enfant malin ». Maintenant, il y avait le problème du HIV, etc., qui est venu entre-temps, le sida. Donc là, il y a eu alors quand même l'Organisation mondiale de la santé imposé d'augmenter les températures de pasteurisation et malheureusement la qualité en souffre un peu, pour les laits de donneuses, pour le lactarium dans le monde, parce que c'est une sécurité. Eh bien, merci beaucoup, M. Santerre, pour nous avoir éclairé et apporté votre lumière dans cette enquête, dans ce témoignage. Merci beaucoup et encore, Prophétiade, pour votre travail que vous avez fait pour tous ces petits-enfants.